vous, hein, on est là pour vous aider. Et moi, je vous remercie encore une fois. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. Et j'essaierai d'y répondre le plus facilement, enfin le mieux possible. N'hésitez surtout pas. Je vais rendre l'écran, si je peux. Hop. Merci. Voilà. Catherine, tu voulais poser une question? Je ne vous entends pas. Vous avez votre micro fait. Particulier et que l'on a vécu dans l'urgence, qui était vraiment cette crise Covid et la première crise Covid en fait. Donc là, il s'agissait de l'accueil. Mais sinon, ça peut être tout à fait les questions fréquentes, notamment le deuxième bot qu'on a fait pour eux, c'était le bot incident. Ça permettait aux clients qui arrivaient sur leur lieu de vacances, s'ils avaient par exemple une petite demande à faire, d'appeler un numéro au lieu d'aller à la réception et tout de suite le bot prenait en charge le client. Et à partir du moment où il pouvait lui donner des réponses, eh bien, il lui donnait toutes les réponses possibles et sinon il passait directement à la direction du camping. Donc ça a été un bot très, très, très intéressant sur la gestion des incidents. Mais en fait, tous les cas d'usage sont possibles. Il suffit juste d'avoir un peu de créativité et que on les étudie ensemble, de faire un atelier de réflexion sur le sujet. C'est ce que l'on fait régulièrement. D'accord. Justement, moi j'avais deux questions, Xavier, à ce sujet. Comment en fait on prépare, et notamment dans l'urgence, l'usage du chatbot. En fait, comment on arrive à définir clairement et rapidement en fait les questions principales et comment on y arrive. Et est-ce que vous avez l'occasion de travailler avec des labels? Je pense notamment peut-être aux hébergeurs Gîtes de France, Clés Vacances. Et proposer du coup un chatbot peut-être uniforme Générique. sur ces prestations. Alors, je vais répondre à la deuxième question au départ, tout de suite. Sur la deuxième question, non, on n'a pas malheureusement encore pu travailler avec un label, mais c'est vraiment quelque chose qui nous intéresserait énormément et sur lequel on travaille, aidé justement par l'OTL. Mais pour le moment, on n'a pas eu l'occasion. Et pour répondre à votre première question, en fait, on peut aller très très rapidement, hein. On a beaucoup d'expérience sur le sujet des questions-réponses qui peuvent avoir lieu même dans le cas de crise. Il faut savoir que dans le cas de camping, on a travaillé avec eux non-stop, mais vraiment, hein, c'est le cas où je pourrais vous donner les coordonnées de la personne avec qui on a travaillé. On a travaillé non-stop avec eux pendant quelques semaines parce que là, on a été très très surpris au début de l'affluence de questions et il a fallu aussi on changeait le déroulement du bot, si les terrasses devaient ouvrir, enfin, etc. On a été vraiment dans les bots dans les robots qui ont suivi, qui étaient le plus collés aux décisions du gouvernement à cette époque-là. Mais ça nous a valu quelques nuits blanches aussi. J'imagine. Alors, on a une question de l'Office de tourisme de l'Ouest, Stéphanie, qui demande est-ce qu'il est possible de récupérer les contacts et les données des usagers du chatbot pour faire de la GRC? Évidemment, bien sûr, c'est l'un des principaux objectifs c'est comme si vous embauchiez quelqu'un dans votre équipe, hein, donc, et ensuite on connecte nos agents conversationnels à vos systèmes d'information. Donc on fait remonter les informations que vous souhaitez et on les traite et on fait aussi du marketing automation derrière, c'est-à-dire on peut envoyer des emails, des SMS. Enfin tout ça, ça fait partie de ce que nous on appelle un parcours conversationnel avec vos clients. Donc vraiment, il y a beaucoup de possibilités. Ok. Merci beaucoup. Merci Xavier. Une dernière question, est-ce que c'est RGPD? Je suppose que oui, mais est-ce que c'est RGPD? Non, pas du tout. Alors, on est totalement contre. C'est une plaisanterie. On est bien sûr RGPD. C'est une évidence. Oui, on est obligé. Bien sûr. On y a cru, hein? Vous y avez cru? On est la seule entreprise en Europe à être autorisée à ne pas être RGPD. Merci à tous. Merci Xavier. On communiquera vos coordonnées aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. Merci beaucoup.
Géraldine, l'autre Géraldine, c'est-à-dire moi, je peux présenter peut-être la start-up suivante. Donc, Xavier et Patrice font partie d'une des 3 catégories de start-up qui ont traversé le Covid. On en a eu trois types, hein, celles qui ont vu tous leurs KPI, toutes leurs mesures, toutes leurs métriques arrêtées net en 10 jours l'année dernière. On a celles qui ont fait comme elles pouvaient, et puis on a celles qui ont mis la gomme pour repartir. Donc, Patrice, c'est une chaîne hôtelière à forte valeur, qui est porteuse de valeur et qui est basée là-dessus. Donc, ça nous a paru être quelque chose d'extraordinaire et de très, très, très tendance. Et il fait partie de ceux qui vont repartir très, très fort. Là, c'est ce qu'on appelle le revenge tourism, je crois. Donc, je te laisse te présenter, Patrice. Et voilà. Donc, je vais me mettre en face du coup. L'idée, c'est quoi? C'est que moi, je suis un hébergeur depuis 15 ans dans le sud de la France. Et je suis aussi un éditeur de logiciels dans le monde du tourisme. Et depuis une dizaine d'années, l'objectif, c'était j'aide des clients à être moins dépendants des OTA comme Airbnb, Booking, Abritel. Et Géraldine faisait tout à l'heure allusion à... on a démarré en plein Covid, en fait, et moi, j'ai des copains qui avaient réservé des lieux à Ibiza par Airbnb. Et puis, ce qui m'a surpris le plus au moment où le Covid est arrivé, c'est que ces copains-là sont revenus vers moi en disant c'est super Airbnb, ils m'ont remboursé et donc mon sujet est réglé. Sauf que l'hébergeur, lui, il était complètement dépendant de la décision d'Airbnb, il a subi complètement la décision d'Airbnb et l'hébergeur n'a jamais pu parler à son client, ne serait-ce que pour garder la relation. Alors, le principe de la chaîne Apios, c'est quoi? C'est une chaîne responsable d'hébergeurs solidaires qui se veut mondiale, qui intègre uniquement des lieux qu'on positionne comme waouh, c'est-à-dire le touriste qui vient dans un lieu doit avoir une bonne raison de faire waouh, pour pouvoir adresser le même type de touriste, et qui va favoriser le commerce en direct, c'est vraiment notre ambition, en assumant de revisiter les fondamentaux du commerce. Alors, on adresse des gîtes, des maisons, des hôtels indépendants, des bateaux, des chalets, des villas. Et l'idée, c'est quoi? C'est que finalement, il y a 2 façons de faire le commerce dans la vie. La première, c'est dans le monde du tourisme. Je dépense beaucoup d'argent avec des OTA comme Airbnb, Booking, Abritel. Je suis visible sur Google. Je fais beaucoup de campagnes de promotion. Finalement, je suis visible mondialement, dans la masse de tous les touristes qui cherchent un lieu, mais parmi tous les lieux qui sont visibles mondialement. Et donc, c'est un peu l'image de la pêche au filet. J'ai une deuxième façon de faire du commerce. Alors, ça me coûte de l'argent. Pourquoi? Parce que je laisse 17% à Airbnb ou à Booking ou à Abritel. Alors, c'est le touriste qui paye, mais en même temps, s'il avait ces 17% dans son portefeuille, il les dépenserait sur le territoire. Donc, finalement, l'impact est énorme pour le territoire. Deuxième façon de faire du commerce, c'est que moi, quand j'accueille 300 familles dans mon lieu chaque année, ces gens, je sais qu'ils ne reviendront pas. Il y en a 2-3 familles, il y a 2-3 familles qui reviendront et les autres, elles auront envie juste de changer de territoire. Et donc, pour leur prochaine semaine de vacances, leur prochain week-end. Et donc, quitte à me dire qu'ils ne reviendront pas, comment je crée les conditions et j'assume ce point de promouvoir des collègues qui sont dans la chaîne sur un autre territoire. Et en fait, ces 300 familles, si j'en ai cette lecture-là, elles pèsent 1500 séjours chaque année. Donc, ce n'est pas 300 familles, c'est 1500 séjours, puisqu'elles partent 4 à 5 semaines en vacances, peut-être moins dans certains pays, mais il y a aussi des week-ends. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de créer les conditions d'une économie circulaire entre hébergeurs et de réussir ces conditions. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de chaînes dans le monde qui existent. Mais si on prend des chaînes de camping connues, par exemple en France, quand je discute avec les patrons de camping, ils ne promeuvent pas le camping d'à côté de la chaîne. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'assumer le fait que les touristes vont vouloir bouger, de ne pas travailler la fidélité, mais de créer les conditions de faire circuler les touristes dans notre chaîne. Et pour y arriver, on a besoin d'outils. Et donc, on a mis en place des outils, une application de relation client et un outil de réservation en ligne qui permet à chaque fois qu'un touriste vient dans un de nos lieux, d'abord d'avoir un bel outil de conciergerie avant, pendant et après le séjour, et donc d'être vraiment en relation entre hébergeurs et touristes,
et ensuite de créer les conditions, une fois que ce touriste a fini son séjour, de promouvoir les autres lieux de la chaîne. Et donc, un touriste qui utilise ces outils, il se rend compte qu'il y a d'autres lieux et il va pouvoir réserver en direct, puisqu'il aura les coordonnées des autres lieux. Il sera connecté à la réservation en ligne et même s'il réserve avec la réservation en ligne Happyhuz, le flux financier va directement passer sur le compte de l'hébergeur, y compris la compte. Pourquoi? Parce qu'on est à 0% de commission, donc on n'a aucun intérêt à essayer de préserver une relation entre la chaîne et les touristes. Et l'idée, c'est que la data, qui n'existe pas quand on travaille avec Airbnb Booking, on l'a faiblement, finalement, on découvre le touriste qui arrive quand il arrive, alors avec Airbnb un peu plus qu'avec Booking, mais ce qu'on n'a pas comme data, c'est le touriste qui ne vient pas. Celui qui décide de ne pas venir, pourtant il s'est intéressé à votre lieu, il a décidé de ne pas venir, la data, elle est complètement inexistante. Là, dans la chaîne, l'idée, c'est que le touriste qui s'intéresse à votre lieu en tant qu'hébergeur, même s'il décide de ne pas venir chez vous, eh ben, la data, elle est pour vous. Alors, on a ouvert un certain nombre de destinations aujourd'hui, notamment la France, la Belgique, le Maroc, la Tunisie. Et quand je dis la France, la Polynésie française en fait partie. On a 2 très beaux lieux qui nous ont rejoints le mois dernier. Un dans la baie de Coque et l'autre une île déserte avec juste une maison à louer. Et donc, le Maroc, la Tunisie, l'Espagne, la France, la Belgique. Voilà. Et notre ambition, c'est 1% de l'offre sur chacun des territoires. Pourquoi 1%? Parce que si on a plus de lieux, on crée de la concurrence entre les hébergeurs, trop de concurrence, mais si on n'en a pas suffisamment, on crée des ruptures de stock qui fait qu'un hébergeur, un touriste pourrait quitter la chaîne juste parce qu'il n'a pas trouvé de solution à son souhait de voyage. Alors, nos engagements, finalement, c'est 0% de commission à vie, garantie à vie, pas d'exclusivité. Évidemment, un hébergeur, le temps de monter en puissance, il peut continuer à travailler avec les outils Airbnb, Booking, etc. L'ambition qu'on a, nous, c'est de l'aider à en être de moins en moins dépendant. C'est des outils et des services qu'on met en place. Donc, j'ai parlé des outils digitaux, mais il y a aussi des outils de mutualisation d'achat, des actions pour promouvoir la chaîne. Et puis, ce qui est important, que j'ai cité tout à l'heure, c'est le paiement qui arrive directement sur le compte de l'hébergeur. Et ce qu'on attend des hébergeurs, par contre, c'est qu'ils respectent l'esprit de la chaîne, qu'ils tiennent à jour leurs outils digitaux pour qu'on puisse performer, qu'ils soient éligibles, évidemment, par la qualité de leur lieu, et qu'ils aient vraiment la culture de la solidarité ou qu'ils acceptent de la développer s'ils ne l'ont pas à ce jour. Donc, je pense qu'en n'ayant pas présenté les slides, il faut que je m'arrête là, sinon je vais vous perdre. Et Géraldine, si tu peux après diffuser les slides à tout le monde, parce que j'en suis vraiment désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Oui, c'est vrai que c'est moins bien parce qu'en plus, on a aussi perdu l'image, donc on est en off. Donc, oui, on ne te voit pas non plus. Donc, on va prendre les questions. Donc, en résumé, c'est vrai que c'est une chaîne qui est nouvelle de par ses valeurs et également de par le procédé d'affiliation ou d'entrée dans la chaîne par ses clients. Donc, ça y est, on a récupéré, on te voit, ça y est. Donc, au niveau des questions, je les pose ou Catherine ou Géraldine, vous voulez les poser? Vas-y, comment Géraldine? On complétera. Claire Waldner qui pose, quel est votre business model s'il n'y a pas de commission? Est-ce que ce sont des frais d'adhésion? Oui. Alors, c'est une très, très bonne question. Et en effet, c'était sur un slide. Chaque hébergeur a une adhésion annuelle qui se situe entre 25 et 99 € par mois en fonction de la taille de son hébergement. Sachant qu'un hébergeur qui fait 17% de commission sur chaque séjour réalisé, c'est beaucoup d'argent. Donc, on est largement en dessous. Au bout de 2 séjours, en général, on a payé son adhésion, quoi. Et en plus, on dispose d'outils performants dont on ne dispose pas avec les OTA qui nous servent pour l'exploitation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que dans le chat, on n'a que cette question-là. Oui, moi, je voulais savoir sur quelle valeur vous surfez vis-à-vis du client pour le convaincre de rentrer dans votre réseau. C'est quoi les valeurs? Parce que là, on parle d'économie circulaire, de tourisme solidaire. Comment vous les accrochez, les clients, pour qu'ils
non seulement envie d'y adhérer, mais en plus d'y rester. Ben, ce qui est sympa dans le modèle, c'est justement de repenser le commerce autrement. C'est-à-dire que moi, les clients, j'en ai déjà chez moi. Donc, en fait, juste une fois qu'ils sont chez moi et qu'ils ne sont plus, il n'y a pas de raison qu'ils quittent. Si j'ai plus de pouvoir que n'importe qui pour recommander d'autres lieux de la chaîne, puisque je suis en relation avec eux dans mon commerce d'hébergeurs. Et que s'ils m'ont fait confiance, qu'ils sont venus chez moi et qu'ils ne se sont plus, quand je vais promouvoir un autre lieu, ils vont me faire plus confiance que n'importe qui d'autre. Donc, si on est 100 hébergeurs à faire le même travail, on a une puissance de feu qui est énorme. Donc, le premier sujet, c'est on est tous des hébergeurs qui existent et qui avons des clients. Donc, comment on embarque nos clients et on en fait une économie solidaire. Ensuite, on a des outils qui sont en train de se développer, dont je ne peux pas trop parler parce que ça va être des innovations de rupture. Mais le premier sujet, c'est occupons bien. Les hébergeurs s'occupent bien de leurs clients tout le temps. Comment ils créent les conditions de les faire tourner entre nous, plutôt que de se battre pour aller les chercher à l'extérieur de l'écosystème. Voilà, j'aurais envie de répondre à ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en plus aller en chercher ailleurs. On a une D'où nouvelle... le fait qu'on n'ait pas exclu qu'on puisse continuer à faire son commerce avec Airbnb, Booking, Abritel pour être visible. Mais on les utilise comme des outils de visibilité. Alors, on a d'autres questions. Quel est alors le cahier des charges pour l'aspect valeur? C'est peut-être ce que tu viens de dire. C'est peut-être ce qui vient d'être. On dit la question elle est vite répondue. C'est ce qui vient d'être répondu, je pense, c'est-à-dire les critères de l'effet waouh et comment on répercute. Et il y a une deuxième question. Alors, comment un hôtel fait la pub des autres à la fin des séjours? En fait, à partir du moment où un touriste a un séjour dans un hôtel, il est invité à télécharger l'application Appios. Quand il alors, il est invité dès le moment où il signe. Il va pas forcément la télécharger tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est qu'en arrivant à la réception, on va encore l'inciter à la télécharger. Quand il va quitter l'hôtel, la chaîne a une campagne marketing qui fait que on le remercie d'avoir passé un séjour dans cet hôtel et on est dans ce lieu Appios et on l'invite à aller découvrir les autres lieux qui correspondent à ses goûts. Et comme l'application qu'on met en place permet de distinguer, de comprendre les goûts des gens, en comprenant ce qu'ils font en général pendant leur séjour, et ben on va adresser des notifications qui fait le lien entre des hébergeurs et les goûts des gens. Et on est capable aussi d'aller détecter les goûts des accompagnants et pas seulement de celui qui a réservé. Ce qui est souvent, quand on a un grand lieu, compliqué. C'est que moi, j'accueille des familles avec 30 personnes en même temps, mais il n'y a qu'un seul qui réserve. Et ben, avec notre solution, on arrive à aller chercher les goûts de ceux qui accompagnent. Et du coup, alors cette solution-là, allez la chercher dans le monde du camp. Oui, vous avez vu qu'il y avait Géraldine, vous avez vu qu'on a cette question. Qui fait la sélection des hébergements dans le réseau pour les hébergeurs? Et moi, j'ai une autre question. C'est est-ce qu'effectivement, on parle de tout type d'hébergement? Là, on a parlé d'hôtels, de location saisonnière, de chambres d'hôtes. Est-ce que la chaîne s'adresse à tout type d'hébergement? Donc, qui fait la sélection et le type d'hébergement? Ce sont de bonnes questions. Donc, en interne, on a en effet une équipe qui est en charge d'homogénéiser la lecture de tout hébergeur qui candidate et de s'assurer qu'il est éligible, notamment par son effet waouh, et ensuite de discuter avec l'hébergeur pour être sûr aussi qu'il est dans l'esprit de la solidarité et de l'économie circulaire. S'il réunit ces conditions-là, alors il est éligible, il adhère pour un an, et au bout d'un an, on évalue le travail qu'il a réalisé avec la chaîne et pour la chaîne, et on le confirme dans la chaîne. Voilà. Ça, c'est la réponse que j'ai envie de donner à cette question. Donc, on a travaillé sur des waouh et à essayer d'objectiver du subjectif, parce que le waouh est subjectif, d'où le fait qu'il y ait une équipe qui évalue ça et qui travaille sur adhésion, pas adhésion, éligibilité, pas éligibilité. Ça, c'était la première question. Les types de lieux, tout type de lieu à partir du moment où ils sont indépendants. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas de récupérer un hôtel qui appartient déjà à une chaîne. On cherche des petits hôtels indépendants, des hébergeurs qui ont des chambres d'hôtes ou des gîtes, ou tout simplement des villas en location saisonnière, des chalets, des bateaux, à condition que le bateau soit dans un cahier des charges aussi.
Et alors, sur la présentation, vous verrez des lieux qu'on a, un certain nombre de lieux qui sont présents. Je pense que chacun d'entre vous, en regardant les lieux, se dira j'aimerais bien aller en vacances là. Et on adorerait avoir des lieux sur l'île de la Réunion. Voilà. Alors, on n'a pas encore commencé à prospecter, hein, c'est la première relation avec vous finalement. Mais clairement, c'est une cible pour nous. D'autant qu'on a de très belles structures. Alors, on a peut-être une dernière question de Claire. Comment concrètement, du coup, un hôtel ou une structure d'hébergement peut faire de la pub pour les autres à la fin du séjour? Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est les outils digitaux qui créent les conditions. Alors, d'abord, il met en avant le fait qu'il appartient à la chaîne Apieuse et donc, du coup, tout touriste qui est présent peut aller regarder les autres lieux qui existent. Mais le premier outil que la structure d'hébergement va mettre en place, c'est un vrai outil de conciergerie avant, pendant, après le séjour, qui va permettre aux touristes de voir tout ce qu'il y a à faire autour, de s'inscrire à des animations, de comprendre tous les animations, ça peut être des partenaires extérieurs qui offrent des services de plongée ou autres, moniteurs de kitesurf, etc., des restaurants. Et donc, en fait, vous mettez en place un outil qui crée les conditions de satisfaire au maximum vos touristes. Et le touriste, utilisant cet outil, à un moment donné, il commence à recevoir des notifications post-séjour et reçoit des notifications qui l'invitent à réfléchir à son prochain séjour dans un lieu qui lui correspondrait, justement en fonction de ses goûts. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant, aujourd'hui on a un CRM derrière qui commence à pouvoir imaginer à quel moment ce touriste réfléchit à ses vacances et lui envoyer des notifications au bon moment et pas au hasard dans l'année, quoi. En prenant même en compte potentiellement la météo qu'il fait chez lui au moment où il y réfléchit, pour que ça arrive après 2 jours de mauvais temps, par exemple. Ok. Eh bien, merci Patrice, c'était super intéressant. On a vos coordonnées sur le chat, mais on les redonnera et puis on rediffusera la présentation. Je pense que certains vont revenir vers vous avec d'autres questions. On va passer à la troisième. Merci. On va passer à la troisième start-up qui est une entreprise réunionnaise. Et avant de donner la parole à Marc Bermudez, je vais demander à Laurent Gaborio s'il veut bien peut-être introduire GMT, puisque c'est une entreprise qui a été accompagnée par la Technopole. Oui, bonjour Géraldine, bonjour à toutes et tous. Plaisir d'être avec vous. Ça fait presque 2 mois là qu'on fait nos petits webinars. Intéressant, en tout cas ce matchmaking, enfin ce matchmaking est intéressant dans le cadre de différentes maturités de secteurs. On n'a pas du tout, nous, les vocations d'OTL. Les Technopoles de la Réunion, je pense que vous connaissez, sont des outils transversaux de soutien au développement économique par l'innovation, dans lequel la Technopole fête ses 20 ans. Et la Technopole de la Réunion, comme d'autres Technopoles au niveau France métropolitaine, porte en son sein un incubateur labellisé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, dans ce fonction aussi d'accompagnement, de détection d'entreprises innovantes, avec plutôt un critère d'innovation fondamentale via la nature du dispositif incubateur dit Allègre, on accompagne donc des porteurs de projets le physique afin de les maturer via des relations et des mises en relation systématiques avec la recherche publique ou la recherche privée afin de consolider la preuve de concept. Donc on est très early stage dans notre démarche, mais cependant on accompagne aussi les entreprises après leurs 24 mois d'hébergement, d'accompagnement au sein de la Technopole de la Réunion sur des moyens et donc sur des opportunités comme vous le faites au niveau de ce matin et depuis quelque temps avec ce système de matchmaking économique, de rencontres de territoires et de dynamique d'open innovation et de proposition de services et de valeurs sur les territoires que l'on représente aujourd'hui. Donc voilà, on est un outil transversal à l'innovation. On alimente en toute humilité quand même le pipe de l'innovation en tant que Technopole de la Réunion et de son incubateur, l'innovation large du territoire. Donc, c'est avec plaisir. Moi, j'avais pu, donc, au dernier webinar, de pouvoir
avoir eu une présentation un peu succincte de différentes entreprises que OTL porte et dans cette interdynamique, on me disait donc sur la partie un petit peu biotech, économie circulaire, eau, gestion de l'eau qui reste aussi dans tous les territoires une forte question, et dans la gestion des effluents et des micropolluants, on se dit que Mascarenhs Technologies, Marc, je crois il a eu des petits soucis là, de connexion, je pense qu'il est peut-être avec nous, pouvait être aussi valorisé pour les territoires, et aussi, comme on le fait tous, hein, on a un peu notre chauvinisme, mais dès lors qu'il est bien posé, et c'était important aussi que les entreprises du territoire Réunion puissent aussi interagir avec vous, être découvertes par OTL, et puis plus largement peut-être aussi par les acteurs propres du territoire de la Réunion. Voilà, je ne serai pas plus long. En tout cas, moi, c'est vraiment un plaisir d'entretenir cette dynamique, parce qu'il est vital que les micro-régions et les régions puissent interagir et communiquer. Et bien évidemment, nous, les technopoles, le fondement, on est au service de notre territoire et des territoires et de l'innovation plus spécifiquement au bénéfice des territoires. Voilà, je ne serai pas plus long. Je pense peut-être que c'est Marc qui est devenu avec vous. Je crois qu'il m'a envoyé un petit SMS, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était un peu embêté de connexion lui aussi. Alors j'espère qu'il pourra interagir dans son temps imparti. Et merci pour les deux présentations des entreprises qui étaient vraiment claires et pertinentes. Et merci à Xavier et je crois Fabrice. C'est pas Chris. On va laisser donc la parole à Marc Bermudez. J'espère qu'il est avec nous toujours, puisqu'il était là. Oui, oui, alors je suis désolé parce qu'effectivement, les présentations ont été coupées. Je ne sais pas ce qui se passe, donc des problèmes de connexion. Enfin, bref, j'espère que je ne serai pas coupé. C'était très intéressant. Je vous remercie en tout cas pour votre invitation et pour nous permettre de présenter notre activité. Donc, notre présentation ne sera pas, on va dire, aussi axée au tourisme que l'a été les deux belles présentations précédentes. C'est plutôt une présentation de notre activité avec ce que nous pourrons apporter, je dirais, au tourisme, comme le disait Laurent Gaborio, en termes de traitement des effluents, enfin de cette volonté qu'on pourrait avoir à reverdir son image. À la fois les effluents, aussi la potabilisation de son eau. Je vais essayer de faire le partage d'écran. Et j'espère que ça va fonctionner parce que ça commence à me saouler, ces machines qui ne fonctionnent pas. Voilà. En fait, comme je le disais, donc ce sera une présentation de l'activité, de notre savoir-faire. Hein, donc, c'est moins axé tourisme. Hein, donc, j'espère que ça ne vous ennuiera pas, moins axé tourisme que vos présentations, pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas eu encore à travailler avec des professionnels du tourisme. On travaille avec des industriels dans le cadre de notre activité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est tout l'intérêt. Voilà, elle est là, super. Vous voyez? Oui, super. Bon, alors écoutez, je vais faire super vite parce que j'ai l'impression que je me fais déconnecter toutes les 5 minutes, un truc comme ça. Je suis désolé d'avoir raté une partie des présentations parce que, je vous disais, je trouvais ça très intéressant ce que faisaient les deux prédécesseurs. Donc, en fait, Green Mascarenhs Technologies est un bureau d'études en fait, et de commercialisation. Nous mettons en place des procédés, différents procédés en fait, donc au service des biotechnologies. Et on a une éthique en fait, c'est de pouvoir mettre en place des procédés ou intégrer des procédés industriels sans avoir d'impact sur l'environnement, ou en tout cas en les gérant. Alors sans avoir d'impact, bon, ben ça c'est assez facile. En les gérant, c'est que parfois justement, quand on installe un procédé, on produit un déchet, et c'est comment pouvons-nous remettre dans la boucle ce genre de déchets. Nous intervenons, et c'est plutôt dans ce sens que je pense que nous pouvons intéresser les professionnels du tourisme, nous intervenons dans le traitement de l'eau, alors de consommation, les rejets industriels, comme vous pouvez le voir. On intervient, comme je vous le disais, en mettant en place des procédés. Alors, l'eau de consommation, pourquoi? Pourquoi ça peut intéresser? Parce que depuis la directive 2004, CE, on sait qu'on a des micropolluants, et c'est vraiment notre cœur de métier. Les micropolluants, c'est les résidus pharmaceutiques et vétérinaires qu'on retrouve dans l'eau qui ne sont pas traités par les stations d'épuration ni de potabilisation. Donc, d'épuration, elles retournent à la ravine, où vous voulez, ou même dans la nappe, et puis ensuite, on les repompe et on les resserre au robinet. Donc,
nous avons développé un procédé qui permet en fait de retenir ces polluants. Et en ce sens, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir garantir, parce que je sais que c'est quelque chose qui va venir dans le temps, de garantir, je dirais, une qualité d'eau potable à ses clients. Et de la même façon, là où les gens sont regardants de plus en plus, et nous on le voit surtout avec les particuliers, c'est sur la partie effluent, où les gens ont besoin de savoir, en fait, ont besoin de reverdir leur image. Il y a de plus en plus de particuliers qui mettent par exemple de la phytorémédiation chez eux. Ce sont des process de traitement des effluents assez écologiques, on va dire. Là, c'est la petite parenthèse. Donc, nous intervenons aussi dans l'analyse des paramètres physico-chimiques de l'eau. Comme vous le voyez, nous formons du personnel dans le traitement de l'eau. Nous sommes intervenus auprès de l'Assise et de la Créole, ici présente à La Réunion. Et nous avons un secteur d'activité, deux autres secteurs d'activité qui sont une partie agricole, donc avec la mise en place d'outils connectés pour gérer les cultures hors sol, et une partie biotechnologie marine avec la valorisation des biomasses microalgales endémiques. Voilà. Donc, notre entreprise a été créée en 2015, comme le précisait Laurent Gaboriau. Nous avons été incubés donc en 2013. Et à l'issue de cette incubation, nous avons porté un projet qui s'appelait CarboClean, qui est un projet justement, je vous le disais, de mise en place d'un procédé de traitement de ces micropolluants organiques, en fait, de cette fraction de soluble, je dirais, de polluants qu'on a dans un verre d'eau sans les voir et qu'on peut boire. On peut boire à partir du moment où il ne dépasse pas, on va dire, une certaine valeur. Ça, c'est les aberrations des textes. Ce projet, donc je vous le disais, a été soutenu par la CINOR, qui est une collectivité locale, et différents fonds, comme la plupart que sollicitent les startups, qu'elles soient réunionnaises ou qu'elles soient métropolitaines. C'est un projet qui a un budget total, qui a un budget total parce qu'il est toujours en cours de 900 KE. Je vais vous dire deux mots de ce projet-là, en quoi il consiste en fait. Donc, notre objectif est comme je vous le disais, a été de modifier un procédé qui nous a valu un brevet international en y apportant donc des tas de petites astuces technologiques et autres pour pouvoir exacerber la rétention de ces polluants qui ne sont à ce jour que retenus à 70% par les brevets conventionnels, alors que nous arrivons à plus de 99%. Donc nous avons traité en fait, nous avons pollué une eau et nous l'avons passée sur notre procédé et nous l'avons polluée avec les polluants que vous avez là ici, la trazine, la simazine, qui sont des polluants qu'on retrouve ici à La Réunion, mais pas que, même si c'est des polluants pour certains qui ne doivent plus être utilisés, comme la trazine et le diuron. Donc ce sont des choses qu'on retrouve au robinet en quantité, je vous le disais, en dessous des valeurs de normes, mais pour autant nous ne savons pas si finalement dont on sait qu'à forte valeur, elles sont dangereuses pour l'environnement et la santé, mais il a bien fallu arrêter les valeurs. Donc nous sommes en dessous de ces valeurs-là, et puis nous avons testé aussi des antibiotiques comme l'amoxicilline, des produits en fait que nous retrouvons à La Réunion comme en métropole. Donc en fait, ce procédé utilise du charbon actif parce qu'on utilise le principe de l'adsorption. L'adsorption, je vais vulgariser ça, c'est comme aimanter des molécules, solubles en surface d'un charbon. Donc, nous travaillons ici sur des charbons organiques ou inorganiques. Organiques ou inorganiques. Donc, inorganique, ça peut être de la zéolite, pouzzolane, ce genre de choses, ou organique. Ces charbons-là, nous les concevons ici nous-mêmes en laboratoire parce que sur l'île de La Réunion, il serait aberrant d'importer du charbon alors que nous avons des biomasses à valoriser. Donc, nous les concevons et nous les testons sur notre propre procédé afin de vérifier qu'ils sont efficaces sur nos polluants présents ici à La Réunion. Je vais un peu vite parce que, comme je vous le disais, je sais que ce n'est pas du tout dans la thématique, dans votre thématique, mais c'est au moins vous montrer notre savoir-faire et ce que nous pourrions vous apporter dans le cadre de la qualité des eaux de consommation ou des rejets. Donc, nous avons, dans le cadre de ce projet-là, nous finançons une thèse de CIFRE, où, comme je vous le disais, l'objectif était de pouvoir concevoir nous-mêmes en récupérant des déchets organiques ou inorganiques, ça peut être des graines, comme on le disait, des déchets minéraux que nous activons par des procédés spécifiques
carbonisons en fait ensuite et dont nous testons l'efficacité sur des molécules que nous avons sélectionnées, les molécules dont je vous parlais tout à l'heure, plus d'autres molécules. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un peu vite, hein, je suis désolé parce que je réalisais que c'était quelque chose qui n'était pas encore une fois en lien. Je vous montre peut-être juste quelques outils que nous avons pu installer. Je me demande si nous n'avons pas été coupés. Vous m'entendez? Ah, oui. Pardon, excusez-moi parce que j'ai eu un mauvais bip là. Enfin, bon, bref, ça c'est pour vous montrer quelques outils alors réalisables. Nous n'avons pas réalisé tous ces outils, nous en avons réalisé deux, hein, celui-ci et celui-ci. Mais des outils que nous sommes capables de réaliser, comme je vous le disais, nous travaillons avec des industriels, donc ce sont des outils que nous sommes capables de réaliser, mais pour des gros volumes, et ça c'est pour des eaux de process, c'est-à-dire améliorer la qualité d'eau entrante qui va être en contact soit avec des aliments ou soit avec des produits, d'autres produits, de manière à ce qu'elle soit conforme à la réglementation. Voilà. Okay. Écoutez, voilà, j'ai été un peu rapide hein, parce que voilà, c'était juste déjà vous présenter. Alors, comme je vous le disais, alors je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais en ce qui me concerne personnellement, en tout cas professionnellement, j'entends. Aujourd'hui, malheureusement, notre thématique, celle des micropolluants organiques, de la pollution de l'eau par ces micropolluants organiques, elle semble intéresser plus le particulier, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire de savoir, mais est-ce qu'on boit une eau correcte, que malheureusement les gens qui sont qui fournissent l'eau. Pour autant, je dirais tant mieux parce que bon, ce qui est important, c'est que à la fin, les choses avancent et c'est peut-être nous qui les ferons avancer. Et je pense, nous l'avons vu, je l'ai ressenti en discutant avec des gens qui tiennent, on va dire, des hôtels sur Maurice, ils sentent bien que de plus en plus, en fait, les clients ont besoin en fait d'avoir une assurance sur la qualité d'eau entrant et d'utilisation dans les hôtels. D'ici à ce que vous ayez prochainement, et ça peut-être vous le savez mieux que moi, un label justement concernant ce genre de choses, mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Voilà. Je vais arrêter le partage. Je suis désolé, je suis allé un peu vite parce que j'avais peur d'être coupé. Ça n'a fait que ça, quoi. Non, mais on vous a très bien entendu, Marc. On a une question de Claire Valner qui demande si vous avez déjà été contacté pour des études de projet sur Mafat où les hébergements n'ont pas encore l'eau potable. Non, alors non, comme je vous le disais, nos principaux clients sont des industriels et nous avons beaucoup travaillé sur la partie eau de consommation, eau en contact avec les aliments ou eau de consommation. Sur la partie effluent, on a eu effectivement des personnes qui nous ont contactés, aussi des industriels d'ailleurs, qui souhaitaient reverdir leur image en apportant une phytorémédiation derrière leur rejet. Sur Mafat, non, on a très peu de contacts avec des petits hébergeurs ou ce genre de choses. Mais ça reste très intéressant parce que je pense que ce serait ce genre de solution à apporter dans ce genre d'environnement. Et oui, du coup, vous n'avez jamais eu l'occasion, mais il pourrait peut-être y avoir des occasions. C'est comment vous pourriez éventuellement, est-ce que vous accompagnez à travers votre outil les industries dans une démarche RSE? Et sinon, est-ce que vous pourriez le faire pour des hébergements touristiques, par exemple? Parce que ça pourrait être un point d'entrée. Je pense à des hôtels. D'apporter quoi? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. D'apporter des arguments pour une démarche RSE, pour des entreprises qui ont une démarche RSE, qui auraient besoin de votre savoir-faire sur cette partie eau potable. Alors, ce que nous faisons, en fait, en règle générale, la façon, notre approche, comment nous la considérons, en fait. Hein. Bon, s'il s'agit d'eau potable, l'idée, ce sera de toute façon, s'il s'agit de vérifier la qualité de l'eau potable, effectivement, on devra passer par des analyses afin de savoir ce que l'on peut apporter à la personne pour pouvoir lui garantir une eau correcte. S'il s'agit des effluents, ce sera pareil. En fait, nous réalisons, si je transposais ce que nous faisons auprès des industriels, nous réalisons un petit audit en fait des produits qui sont utilisés. Alors, les produits, les désinfectants ou ce genre d'autres produits qui sont utilisés, qui sont finalement retrouvés soit à l'égout, soit dans
soit dans les fosses septiques, de manière à pouvoir déjà vérifier si les molécules qu'elles contiennent sont des molécules qui sont des molécules qu'on ne souhaite plus voir dans l'environnement, soit pour changer par exemple les produits, ou si ce sont des molécules qui sont tolérées, de savoir comment on peut faire pour, puisqu'on est en fosse septique bien souvent, diminuer leur impact dans l'environnement en les récupérant à la sortie des fosses. Donc on peut accompagner, on pourra accompagner, si c'est, en tout cas pour répondre concrètement, oui, on peut accompagner sur la partie consommable, comme sur eau de consommation, pardon, comme effluent, on pourrait accompagner une entreprise dans sa démarche. Et quel est le profil d'une entreprise touristique que vous pourriez accompagner? Est-ce que vous pouvez accompagner aussi bien une chambre d'hôte qui propose 2 chambres qu'un gros hôtel? Est-ce que vous allez jusqu'à pouvoir accompagner les petites entreprises? Alors, ouais, nous, on n'a pas de, enfin, je dirais qu'on n'a pas de, ça pourrait être, après tout ne sera qu'une question d'investissement en fait. Hein. Donc, on peut accompagner des petites entreprises, on accompagne des industriels, mais on peut accompagner effectivement des petites entreprises. Ça peut être un hôtel, mais ça peut être aussi une personne qui a la vraie volonté de pouvoir intégrer son gîte ou en tout cas son activité à l'environnement. C'est-à-dire de pouvoir reverdir, comme on le disait tout à l'heure au début de la conversation, de reverdir son image, d'avoir de pouvoir facilement montrer, en fait, j'allais dire, d'oser montrer où sont ses rejets parce que finalement, derrière, il y a pu avoir des superbes plantations qui ont été faites ou ce genre de choses. J'exagère en disant ça, mais c'est pour vous le dire. Donc oui, on peut accompagner ce genre de personnes. Après, on n'est pas arrêté. C'est pas parce qu'on travaille avec des industriels qu'on ne peut pas travailler avec des personnes qui ont 2, 3, 4 chambres. Mais j'avoue que on sait ce qu'on pourrait l'apporter, mais tant que je ne me retrouverai pas dans ce cas, dans ce cas présent, dans ce cas de figure, puisqu'on a travaillé qu'avec des gros volumes, voilà, je préférerais me retrouver dans cette configuration. Je sais qu'on peut l'apporter quelque chose, mais aussi bien dans la qualité d'eau de la potabilisation de l'eau que dans les effluents. C'est-à-dire que la plupart, par exemple, des petites chambres d'hôtes, j'imagine que, comme ici, on a énormément de personnes qui sont sur des assainissements non collectifs, j'imagine que la première des choses qu'ils pourraient faire, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, apporter une phytorémédiation ou quelque chose qui peut avoir un côté végétaliser l'entourage de leur rejet. Vous voyez, ce genre de choses. Ça s'appelle de la phytorémédiation. Donc, on n'est pas les seuls à le faire à La Réunion. Hein. Je dirais qu'il y a des entreprises qui le font déjà. Il y a quelques entreprises qui le font déjà à La Réunion. On peut leur apporter ça. Et par contre, sur la potabilisation de l'eau, effectivement, c'est qu'après canalise, on pourrait leur permettre d'ajouter un process, mais qui soit adapté, et pas simplement leur dire on va vous mettre une cartouche à 1 micron ou 10 microns et une filtration charbon et le tour est joué. C'est vraiment de mettre quelque chose qui soit adapté pour pouvoir, qui soit adapté, je dirais, à la pollution qu'ils ont en entrée. Quoi. Ouais, vous faites du sur-mesure. Industriellement, c'est ce que nous faisons et c'est ce que nous essayons de. Nous travaillons ici à la retransposition de notre brevet, de notre process. Pour le particulier, c'est un peu complexe, mais on s'en approche de manière à pouvoir intégrer notre technologie dans les carters de filtration que tout un chacun a sous son évier ou ailleurs, de manière à… Parce que l'objectif, comme je vous le disais, c'est vraiment, comme vous le disiez vous plutôt, c'est vraiment d'avoir du sur-mesure parce qu'un charbon n'est pas universel. Je veux dire, si vous achetez un charbon et qu'on vous dit ouais, ce charbon va être efficace pour les micropolluants ou les pesticides, c'est pas la vérité. Il le sera peut-être pour certains, mais il ne le sera pas pour tous. Et la question, c'est justement, enfin nous en tout cas, ce que l'on veut faire, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a? Heureusement, à La Réunion, on n'est pas si pollué que ça, même si on l'est, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment au robinet et quelles solutions on apportera pour pouvoir se retrouver avec zéro micropolluant. C'est pour ça qu'en fait, nous développons ici au laboratoire nos propres charbons. Nous travaillons sur nos propres charbons. Ok. Merci. Géraldine. Oui, mais on n'a plus de questions pour GMT. Je vous remercie Laurent. en tout cas. Oui, non, je pense que, enfin, Marc, au-delà de son dire, mais je pense qu'il est quand même dans la thématique d'apport transversal. Alors c'est vrai qu'il n'est pas dans un service direct de l'exploitation qui est à vocation d'une consommation servicielle ou de produits au niveau du consommateur touristique, mais
Il est dans ce qu'on appelle ces métiers, cœurs de métiers transversaux, qui peuvent apporter de la valeur ajoutée, marketing, visuel, d'image à des acteurs du tourisme dans ce cadre-là. Et peut-être qu'il y a des petits matchs à faire avec OTL ou dans des, je pense c'est un peu le but aussi de ces échanges, d'être mieux identifiés par nos territoires, d'acteurs locaux et d'acteurs au niveau métropole. Oui, si je peux juste dire, effectivement, il n'y a pas du tout de, je dirais, hors sujet, parce que, par exemple, dans les startups qu'on appelle expérientielles, on en a à minima 2. On a Aquatech qui fait des caissons pour recycler les eaux usées, eaux grises, donc pas seulement les eaux humaines, caissons biologiques et qui sont complètement démontables. Et on a aussi DTS qui désinfecte avec des UVC les salles, les surfaces, ils ont toute une gamme. Et là, j'espère bien qu'on les emmène au Mobile World Congress, par exemple, parce que là-bas, on va tripoter des iPhones toute la journée, ils vont être tout sales, donc ça va faire un marché génial pour eux. Vous voyez, donc non, vous adressez bien ce qu'on appelle le tourisme transformationnel, c'est-à-dire les nouvelles demandes à la fois des socioprofessionnels, des institutionnels, des collectivités, des territoires et des touristes finaux sur un tourisme qui est plus respectueux de l'environnement. Donc, merci. Merci. On arrive au terme de ce premier webinov. On vous remercie tous pour votre participation. Merci aux startups pour la qualité de vos présentations et de vos produits qu'on aimerait bien effectivement voir à La Réunion dans le secteur touristique. Merci aussi donc à Open Tourisme Lab qui nous accompagne et qui a un super outil avec ce webinov qui nous a vraiment beaucoup aidé. La Technopole qui nous amène de bonnes idées d'entreprises locales réunionnaises et il y en aura d'autres sur les prochains webinov. Merci à tous ceux de la plateforme d'innovation qui nous ont aidés. Un merci spécial à Catherine puisque c'était son premier et dernier webinov, en tout cas avec sa casquette Île de la Réunion Tourisme, puisqu'elle quitte le navire du CRT pour rejoindre des projets personnels et associatifs tout aussi passionnants d'ailleurs. Et puis, écoutez, vous pourrez trouver le replay. Alors, il y a eu quelques couacs dans le replay parce que je n'ai pas eu le réflexe d'appuyer sur le bouton tout de suite. Ça va venir. Donc, on pourra retrouver le replay sur la chaîne YouTube de la FRT en tout cas. On vous envoie à tous les participants la présentation de chaque start-up et on vous invite pour un prochain webinov qui devrait se tenir le 27 mai. On vous en dira plus d'ici là. Voilà, merci à tous de votre participation et n'hésitez pas à revenir vers nous ou vers les startups que vous avez vues. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.